Biden est aux anges. Sa petite fille, qu'il apprécie tant, vient de se fiancer. Et pourtant, le 46e président des États-Unis essuie une forte tempête politique. Sa cote de popularité a perdu 10 points en un mois. Et pour en parler, j'ai souhaité donner la parole à un expert des États-Unis, qui est par ailleurs toujours le président du comité Trump France, Georges Clément. Georges Clément, bonjour. Bonjour. Merci d'être à TV Liberté. La catastrophe est totale. On le lit partout dans la presse, c'est le pire scénario qui s'est déroulé, en effet, en Afghanistan. Ce fiasco des États-Unis, sur le plan international, est-il de la seule responsabilité de Joe Biden et de son administration? De son administration, sûrement. Le retrait d'Afghanistan n'est pas une idée nouvelle, c'est même pas l'idée de Biden, puisqu'il y a déjà, même avant que Trump ne le dise, en 2018, me semble-t-il, quand il a fait la première fois un essai de retrait. Ça avait été évoqué par des généraux plus avant. Mais ce qui s'est passé, c'est que ce départ d'Afghanistan, d'abord, a été très subi dans l'annonce. Quand même, Biden l'a dit il y a un mois, quoi. En gros, et on part. Et quand on dit on part il y a un mois, on part demain. Bon. Alors ça, déjà, c'est quelque chose qui n'était pas pensable dans l'affaire, dans l'idée de Trump de se retirer d'Afghanistan. Il fallait le préparer, il y avait plusieurs mois pour cela, etc., etc. Bien. Et l'autre problème, c'est que l'administration Biden est pratiquement au niveau militaire, puisque c'est elle, l'administration militaire, qui est le Pentagone, qui est en charge de l'affaire, est la même que celle qui a refusé à Trump le retrait en 2018, ou 2019, d'ailleurs j'hésite là, au prétexte que c'était une erreur stratégique, et qui a foncé avec Biden sur la même erreur stratégique, mais c'en était plus une, puisque si c'est un démocrate qui dit qu'il faut le faire, c'est bien. Si c'est un homme, pas de droite, mais disons à tendance droitière, qui le dit, c'est mal. Alors, c'est bien l'administration Milley, puisque le chef de l'état-major complet, enfin, Joint Chief, le chef des chefs d'état-major de l'armée américaine était aux commandes et qu'il n'a été incapable de prévoir, le départ des matériels, qui aurait dû se faire bien avant et en toute tranquillité sur des mois. 2, bien entendu, le recensement des Américains de naturalisation, enfin de citoyenneté, au moins à Kaboul. 3, les moyens aériens à prévoir tant qu'on avait Kaboul sous la main. Et ensuite, bien sûr, le dernier départ, c'est-à-dire celui des troupes et du personnel diplomatique. Est-ce que vous voulez dire que l'humiliation de Kaboul, c'est l'erreur stratégique d'avoir évacué les militaires avant les civils et leurs familles? Oui, bien sûr. Et je dirais même que de ne pas avoir évacué le matériel avant. Est-ce qu'on s'imagine de quoi il retourne? 75 000 engins blindés. Des centaines d'hélicoptères, qui d'ailleurs sont utilisés par les talibans de ci, de là, pour promener des gens pendus au-dessus des villes, comme ils l'ont fait à Kandahar, mais comme ils l'ont fait en survolant le défilé des talibans à Kaboul il y a 2 jours, en uniforme américain et avec des fusils d'assaut américains en main, c'est hallucinant. Est-ce que... Parce je termine. Pardon, je vous en prie. Mais un hélicoptère, ça vole. C'est-à-dire que ça pouvait partir largement tout seul depuis longtemps, au moins pour s'évacuer au Pakistan, qui est quand même voisin et qui est théoriquement un allié des États-Unis.
C'est-à-dire que vous considérez, vous, qu'en abandonnant les matériels, comme vous le dites, en laissant aussi, semble-t-il, des données numériques de listes d'Américains en Afghanistan directement laissées aux talibans, est-ce qu'on peut parler quand même, c'est l'image qu'on a utilisée, d'une similitude avec la chute de Saïgon? Ah, mais c'est pire que la chute de Saïgon. La chute de Saïgon était dramatique parce que... Mais alors, les différences, elles sont considérables quand même. D'abord, je rappelle que c'est l'armée nord-vietnamienne, en 1975, qui avait balayé avec des chars, avec une artillerie, enfin, c'était une armée colossale, considérable, qui avait balayé l'armée sud-vietnamienne et que, en effet, les États-Unis n'avaient pas anticipé une défaite aussi grande des Sud-Vietnamiens et que, au fond, les chars nord-vietnamiens sont arrivés à Saïgon très vite. C'est pas le cas, là. Les talibans étaient à Kaboul, mais ils étaient à Kaboul parce qu'on les a laissés passer. Mais c'était quoi? C'était des pick-up. Résisterait. Oui, mais alors, si on établit la naïveté au rang d'une vertu de gouvernement, on ne peut plus continuer. Bon, voilà. Donc, chute de Saïgon, non, le rapprochement est trop rapide. Mais bien sûr qu'il peut exister. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens qui ont grimpé sur le toit de l'ambassade de Kaboul, enfin d'Afghanistan, comme des gens ont grimpé sur le toit de celle de Saïgon. Ça, c'est vrai, c'est une similitude visuelle. Mais on ne peut pas le comparer avec le cirque de l'aérodrome de Kaboul, assiégé, et de lequel les avions partaient, emmenant en effet des militaires. Mais je rappelle qu'en ce moment, il y a 2 ou 3 autres aérodromes en Afghanistan où des avions privés avec des Américains dedans qui devaient décoller sont en otage. Donc l'affaire n'est pas finie. Ça continue. Donc ça va au-delà de ce qui s'est passé à Saïgon. Largement au-delà. Vous avez présidé le comité Trump-France. En quoi Donald Trump aurait pu faire mieux que Biden? Parce que c'est Trump qui a décidé du retrait des troupes en Afghanistan, c'est lui qui a négocié avec les talibans, c'est lui qui aurait pu subir les attentats de l'État islamiste qui ont tué 13 militaires américains il y a quelques jours. Donc qu'est-ce qu'il aurait pu faire de mieux? De moins pire, si vous permettez l'expression. Je ferai de la politique fiction quand même, il faut être sérieux. Il y a une chose qui me gêne, mais c'est que c'est la même équipe militaire qui est actuellement en charge de la catastrophe d'Afghanistan et qui était déjà sous Trump. Le général Milley, c'est le même. Il n'y a que le ministre de la Défense qui n'est pas le même, mais celui que Trump avait été obligé de mettre comme étant acting, acting, ça veut dire qu'il fait office d'eux, c'est pas ministre de la Défense, c'est-à-dire même pas un réel ministre, était pas très sûr. Et le général Milley était là avec tous les généraux woke des États-Unis, puisqu'on a maintenant une armée réveillée, éveillée aux minorités visibles ou invisibles qui peuplent nos contrées. Mais non, mais c'est pas sérieux de la part de chef d'état-major de s'occuper de ça. Eh bien, je pense pas, je suis pas sûr que tout serait bien passé, d'autant plus que, et c'est là qu'on arrive à la notion d'incompétence totale du monde militaire américain au niveau en tout cas des généraux, c'est que dans l'affaire qui nous occupe, celle en cours, ils n'ont même pas voulu saboter Biden. Alors qu'avec Trump, ils l'auraient fait. Donc, je ne suis pas sûr que les mêmes hommes, voulant saboter un président, auraient fait mieux que sous Biden. Voilà ce que je peux dire. Il y a un intellectuel démocrate qui a signé une tribune importante aux États-Unis, oui, qui a demandé à Biden de s'excuser d'avoir aussi mal préparé le retrait des troupes américaines et l'évacuation. Est-ce qu'il faut qu'il s'excuse? Clinton s'était excusé de ses frasques. Oui, d'accord, oui, c'est ça. Puis bon, écoutez, qu'il s'excuse, qu'est-ce que vous voulez que ça fasse à l'histoire du monde? Si on écoute Donald Trump, Joe Biden, je le cite, embarrasse les États-Unis, ce qu'il a déclaré dans un récent meeting. Ah oui, mais alors le mot embarrassment est beaucoup plus fort en anglais qu'il ne l'est en français. Embarrasser en français, c'est gêner. C'est embarrassement, c'est autre chose. Hein. C'était à Wellington, dans l'Ohio, il y a quelques jours. Une catastrophe. Et il y a sur le plan intérieur une crise migratoire.
à laquelle est confrontée, Oui. là encore, l'administration Biden. C'est à la frontière sud. En abandonnant la politique migratoire de Trump et en acceptant d'examiner les demandes d'asile directement sur le sol des États-Unis, le président démocrate a, semble-t-il, préparé une crise majeure à la frontière, une crise migratoire importante, où des centaines de milliers de personnes attendent des papiers. Est-ce que ça aussi, c'était prévisible? Est-ce que c'est aussi un échec en quelques mois? Prévisible, c'est évident. Ça, par contre, c'est une décision idéologique guidée par l'extrême gauche démocrate qui représente à peu près 60%, 70% des représentants du Congrès. Et donc, c'était même la décision emblématique, comme disent les journalistes, qu'il devait prendre pour montrer qu'il était de gauche, réveillé, lui aussi, très éveillé, et puis surtout pour faire plaisir alors à l'équipe ce qu'on appelait le squad, c'est-à-dire l'équipe d'extrême gauche, Ilhan Omar, Taleb et AOC, qui n'est pas AOP, qui est Alexandra Ocasio-Cortez, que les Américains appellent Alexandra Ocasio-Cortex. Donc, je ne sais pas si Cortex, vous comprenez. Bon. Donc, qui exigeait ces choses-là, entre autres choses. Et ça, c'était le premier élément, le premier objectif. Et puis, c'est l'objectif Soros. Il ne faut quand même pas l'oublier. Or, l'invasion des États-Unis, comme celle de l'Europe d'ailleurs, par des moyens à peu près similaires, sauf qu'eux, ils ont une frontière terrestre, est un élément fondamental du puzzle de mondialisation des États-Unis, à la fois par le haut, les élites qui abandonnent la notion de patrie, et par le bas, qui changent le peuple. Et donc, ça faisait partie des éléments qui rendraient dans l'esprit des promoteurs de cette irréversible toute politique intérieure américaine après ça. Alors, d'ailleurs, c'est toute la question du futur des États-Unis. Y a-t-il un futur pour les États-Unis? Ça, c'est une grande question. Moi, je ne le pense pas. Alors, je m'explique. Les États-Unis, c'est-à-dire tels qu'ils sont maintenant. Mais il est évident que ça ne pourra pas fonctionner et que déjà sont en route des éléments de fragmentation. On va revenir là-dessus, sur ces éléments de fragmentation. Deux notions quand même encore en termes de politique nationale, intérieure. L'atout, Kamala Harris, elle était en charge de ce dossier migratoire. Elle a pour le moins échoué. C'était là aussi inattendu. Pourtant, là, elle était volontaire pour que ça réussisse. C'est-à-dire que ce que nous, on appelle échec, c'est-à-dire l'entrée, c'est une catastrophe humanitaire de première grandeur. On a des chiffres colossaux. On est à 200 000 par semaine d'entrée. Enfin, des choses... le Texas est complètement... à tel point, le Texas est dans une situation grave que le gouverneur Abbott a décrété il y a 3 semaines, que l'armée américaine, puisque c'est la frontière quand même, et donc la Maison-Blanche ne faisant pas ce qu'il faut pour enrayer cet afflux, il allait, lui, mobiliser les Texas Rangers et tout autre corps d'armée, c'est entre l'armée et la milice, mais enfin, local, pour faire ce travail. Ce qui est un élément grave sur le plan constitutionnel américain. Parce que ça veut dire qu'un État frontalier, en l'occurrence, là, engage sa propre force sur son propre budget pour faire quelque chose qui est du ressort, alors essentiel, du fédéral. C'est sûr, la frontière est un élément du fédéral. Et donc, on est devant quelque chose qui ressemble à une prise de souveraineté du Texas. Je voudrais dire aux spectateurs que le Texas a une particularité que n'ont pas les autres États américains, à cause de son histoire, c'est que le Texas, d'abord, a été indépendant à sa création, pendant 9 ans, et qu'ensuite, lorsqu'il a voulu intégrer l'Union, il a conservé dans sa constitution, puisque chaque État américain a une constitution, ça aussi il faut le savoir, l'option de quitter l'Union.
Ce que n'ont pas les autres États. Hein. Donc les autres États, s'ils le font ou s'ils s'engageaient dans une sécession, comme c'est arrivé au XIXe siècle, entrent en rupture, si vous voulez. Le Texas, en théorie, puisqu'on voit bien qu'on est dans une période, ici comme là-bas, où le droit n'a plus aucun droit de cité, si j'ose dire. Mais en théorie, il a l'option. Je voudrais juste dire une troisième chose, c'est que la monnaie, pas la monnaie d'or, ça c'est l'Utah, mais que le Texas a récupéré son stock d'or, qui était déposé à Fort Knox, comme tous les stocks d'or, et que donc c'est encore un autre acte de reprise de souveraineté. Acte. Il a fait ce qu'il avait le droit de faire, d'ailleurs, ça n'aurait pas pu lui en empêcher. Donc, je voudrais par ces petits points concrets montrer que quand ça craquelle, ça craquelle. Et c'est en train de le faire. Oui, ça, c'est la grande théorie que vous évoquez souvent sur un phénomène. Enfin, vous dites, voilà, il y a des fractures idéologiques et raciales qui vont être non réductibles. Oui, non réductibles. Oui. Vous affirmez que les aspirations des esprits est telles qu'il n'y a pas d'autre issue que la partition. Vous avez évoqué un autre mot, la sécession, la guerre civile peut-être. Oui, mais c'est trois choses différentes, si vous voulez, pour moi. La sécession, c'est lorsqu'un État, alors j'ai pris le Texas, mais je pourrais prendre la Floride, hein, qui n'a pas les mêmes droits à la sortie de l'Union que le Texas, hein, mais enfin qui est dans une situation idéologique du même type. C'est que quand un État, en tant que tel, avec tout son appareil, avec sa constitution, avec ses outils de maintien de l'ordre et économique, évidemment, décide lui-même que désormais ses frontières avec les autres États américains sont des frontières avec l'étranger. Bien. Il n'y a pas de guerre civile à l'intérieur de l'État. On m'entend bien. Donc ça, c'est le schéma du 19e siècle. On est bien d'accord. C'est-à-dire que c'est une séparation, une partition, on est bien d'accord, entre, vous dites, les États qui seraient les États libéraux au sens américain du terme, mais mondialisés, et de l'autre côté, les États conservateurs patriotes. Non, alors, oui, mais vous soulevez un autre aspect que je n'ai pas encore. Là, j'ai parlé que des États qu'on appelle patriotes ou conservateurs, qui sont d'abord pour une souveraineté américaine, états-unienne, mais qui est en train de disparaître. C'est bien, ça c'est un des débats considérables aux États-Unis. C'est tout le débat de la mise en cause de America First de Trump ou MAGA, hein, Make America Great Again, mais America First surtout, parce que là ça veut dire on n'a pas à subir les oukases de l'ONU ni de l'OTAN. Parenthèse, et c'est nous qui sommes souverains chez nous. Alors il a fait un magnifique discours à l'ONU là-dessus, je ne vais pas revenir dessus, mais c'était vraiment le discours souverainiste par excellence. Les États dont je parle, Texas, Floride, mais d'autres, il ne faut pas penser, Dakota du Sud, c'est vrai aussi, etc. C'est comme ça qu'ils pensent. On n'appliquera pas, par exemple, les mesures transgenres dans l'armée. Enfin, dans l'armée, ils ne peuvent pas, c'est fédéral, mais chez nous, comme veut nous y obliger le fédéral. Bon. Je ne veux même pas parler du problème de l'avortement, sur lequel d'ailleurs le Texas est encore en première ligne en ce moment, mais où d'autres veulent faire la même chose, puisque des lois sur ce sujet ont été posées dans énormément d'États des États-Unis pour limiter. Et qui montre que l'on est bien dans une fracture, puisque la Cour suprême américaine a autorisé la loi du premier battement cœur comme limite de l'avortement, qui vient d'être votée au Texas. C'est-à-dire que l'avortement au Texas est désormais limité dans les semaines qui précèdent médicalement la perception du premier battement de cœur de l'embryon. D'accord ? Ça a été voté par le Sénat, enfin par la Chambre législative et le Sénat a approuvé au Texas. Et cette loi a été battue tout de suite, évidemment, mais d'une façon violente, extraordinaire, et est allée en Cour suprême américaine, qui a refusé de condamner la loi en question. Elle a été nommée par Trump, cette Cour suprême. Ah oui, mais alors là, on pourra en reparler. Parce que, honnêtement, c'est bien la première fois, depuis qu'ils sont nommés,
qui font quelque chose d'un peu courageux. Hein. On pourra en reparler. C'est une autre paire de manches. Vous savez. Bon, mais la question, c'est réel. Eh bien, là, on est devant une attaque et de la Cour suprême et du Texas. Il y a même eu un appel au boycott de la part d'États libéraux, c'est-à-dire l'Oregon en particulier, qui vient de dire il faut... On en est à des politiques d'opposition qui sont très proches des politiques qu'on utilise en politique étrangère pour ne pas faire la guerre tout en la faisant. Donc ça, c'est la sécession. Blocus, le boycott. Ça a été demandé par l'Oregon, c'est hier après-midi. Donc, ce que vous dites, c'est qu'il y a une nouvelle guerre de sécession qui se prépare. Là, c'en est une. Bon, mais la Floride a la même chose sur d'autres terrains. Hein, en particulier sur le fait qu'elle a établi des règles interdisant le bannissement des libertés constitutionnelles des citoyens en Floride, qui touchent des tas de choses, y compris le sanitaire, et que ces règles sont contrebattues dans les secteurs, dans les zones privées des banques, par exemple, mais des églises, mais de certaines écoles publiques appartenant à l'État. Et que la question se pose là, et ça fait confrontation, et il y a une nouvelle loi qui a été votée pour interdire à une entreprise privée dans son secteur d'accueil du public de priver les citoyens qui y viennent de leurs droits constitutionnels. C'est-à-dire qu'on arrive à un problème de grande politique, parce que là on touche vraiment à la philosophie politique. Est-ce que les droits constitutionnels d'un citoyen, sa liberté d'aller et venir, que sais-je, enfin tout ce qui est nos droits, ce sont les mêmes que nous, hein, on a l'habitude de cette chose-là, on peut le comprendre, peuvent être non seulement niés et interdits par une entreprise privée, sous le prétexte que la personne en question entre dans son domaine de propriété. C'est une question grave. Mais vous dites que les migrations inter-États sont déjà en cours. Oui, bien sûr. Les migrations inter-États, alors, sont en cours dans toutes les États-Unis. Il y en a une qui est impressionnante, mais enfin, on va sourire aussi là-dessus. Ça me rappelle Bossuet, Dieu se rit de ceux qui maudissent les effets dont ils chérissent les causes. Voilà. C'est tout le personnel riche, libéral, enfin, la population de Californie, par exemple, qui se sauve de Californie pour aller soit au Texas, d'ailleurs, soit dans l'Idaho, enfin, selon l'endroit où elles sont, parce que, quand même, c'est incroyable, ce gouvernement libéral californien, en termes de taxes, en termes de contrôle, en termes de règlements. On ne peut plus y vivre. Alors, on s'en va. Mais c'est 200 000 personnes je ne sais plus quelle cadence, si c'est le trimestre, l'année, enfin le semestre, mais enfin, c'est des villes entières qui foutent le camp. Et ce sont les mêmes qui ont mis au pouvoir les libéraux californiens, Newsom et avant lui les autres, qui donc font simplement la politique pour laquelle ils ont été mis au pouvoir, qui, comme je le disais en paraphrasant Bossuet, détestent les effets des politiques qu'ils ont soutenues et se sauvent dans un État conservateur, pour parler du Texas, où ils s'installent à Austin, ce qui rend Austin, mais parce qu'ils s'en vont avec les mêmes convictions et les mêmes idées. Je me sauve de cette superfiscalité, de ce contrôle de l'environnement qui fait que vous ne pouvez pas mettre une piscine de telle manière, enfin bon, toutes les réglementations bureaucratiques que sont capables d'inventer les gens de gauche. Je me sauve de là parce que c'est invivable. Je m'en vais dans un autre État. Là, je prends le Texas et je m'installe dans une ville, Austin. Mais là, alors, je recommence tout. Le droit des minorités, le droit de ci, le financement de ça, et je vais reconstituer le même problème dont je fuirai les causes, enfin les effets, pour aller ailleurs. On est quand même devant un phénomène mondial, états-unien là, mais moi je dis qu'il est mondial, de folie absolue
et totale du monde. Ça, c'est le plus grave. Et à ces fractures idéologiques s'ajoutent aussi les fractures raciales, bien entendu. Ah, oui, mais alors, racial, c'est compliqué aux États-Unis. Hein, parce que, attention, il est évident que les Noirs américains... Alors, il faut distinguer les Noirs américains, je veux dire par là les descendants des esclaves, pour parler simplement, qui ne sont pas des immigrés. Bon. Qui, eux, bien sûr, ont voté démocrate. C'est quand même des Noirs américains que sont sortis les Black Panthers, que sorti Nation of Islam de Farrakhan, que sorti le révérend père alors Sharpton d'un côté, Jesse Jackson qui est mort il n'y a pas longtemps, des gens d'extrême gauche et anti-blancs, pour parler clairement, simplement. Mais il y avait 39% de la population noire américaine qui était pro-Trump. Donc, ils sont fragmentés. Bon. Ceux qui sont vraiment, dans les mains de BLM et des Antifa, c'est-à-dire de Soros et du mondialisme actuel, ce sont les immigrés, alors pour le coup, parce qu'il faut savoir qu'il y a plus d'immigrés noirs qui viennent d'Afrique et d'Haïti aux États-Unis que de Noirs américains et de descendants des Noirs américains. Mais ils sont noirs, alors évidemment, faire le tri une fois qu'ils sont dans la rue, coucou. Donc le problème est très compliqué. Et pour les hispaniques, le problème est la même chose. Longtemps, ils ont été des revendicateurs de territoire, on parlait même de Mexifornia pour leurs revendications californiennes, c'est-à-dire retour au Mexique, en fait. Hein. Mais ça a bougé, d'abord parce qu'il y a beaucoup de Cubains qui ont pris la place et qui, eux, sont anticommunistes et ne veulent plus sentir le frôlement de l'aile communiste au-dessus d'eux. Il y a beaucoup... Alors, et il y a les Chinois. Et les Chinois, c'est un problème dramatique parce que d'un côté, il y a l'arrivée en masse, sous l'égide de Pékin, de tas de coopérateurs scientifiques et de haut niveau, qui sont partout. On a trouvé des agents de l'armée chinoise à la NASA. On en a trouvé dans des universités qu'ils financent par ailleurs. Donc ces Chinois-là sont manifestement, eux, marxistes et poussent à la roue. Mais à côté, vous avez les malheureux qui sont partis de Hong Kong, etc., des Chinois réfugiés, et qui revoient arriver le pire sur le sol des États-Unis. Donc la question raciale est un problème complexe aux États-Unis. Elle existe, on ne peut pas dire qu'elle n'existe pas, mais elle est complexe sur le plan politique. Et la question, c'est qu'elle a été instrumentalisée sous Obama, mais sérieusement, avec de déclenchements. Par exemple, l'affaire de Ferguson, à côté de Saint-Louis, où il y a eu a été monté de toutes pièces, mais ça a fait des émeutes, et ça a été poussé par le ministre de la Justice d'Obama, qui s'appelait Eric Holder, et qui a fait ce qu'il fallait pour que la mayonnaise prenne. Donc, elle existe, mais au niveau des Noirs américains, elle n'est pas à 100% de la population. Par contre, au niveau des hispaniques, non plus. Par contre, il y a les immigrés qui viennent du reste du monde et qui, là, posent un problème de nombre. Vous savez, au bout d'un moment, vous ne maîtrisez plus la masse. Merci beaucoup, Georges Clément, de nous avoir démontré que c'est une situation à la fois complexe et qui touche bien évidemment à l'idéologie, au racial, à l'économie, aux politiques. Enfin, moralité, on va regarder ces États-Unis de près pendant encore longtemps. Jusqu'en 2024 2024, Trump... C'est demain matin, 2024. Trump à nouveau, 2024 ? Alors écoutez, je ne peux pas vous dire, parce qu'il y a quand même des tas de procédures en cours sur le plan des élections et de l'intégrité. Il y a eu d'abord des lois votées par beaucoup d'États sur ce qu'ils appellent l'intégrité aux élections. Alors là, c'était l'appel, par exemple, au vote sur place, et non pas par correspondance ou par machine, et la présentation de pièces d'identité. Ça a fait des hauts cris à gauche, parce que c'est raciste. Alors, on pose la question, mais comment est-ce possible qu'une pièce d'identité soit raciste ? Moi, j'arrive pas bien à comprendre. Il est citoyen américain ou il l'est pas. Enfin, s'il l'est, il a la pièce. Bon. Eh bien, si, c'est parce que dans leur esprit, et nous le savons avec la Californie, où il y a plus de 15% de clandestins qui votent, parce qu'on ne demande rien. Donc, évidemment, l'immigration pour les démocrates sert aux élections.
Et donc c'est 2024 ou peut-être avant. Voilà, nous c'est ça que vous voulez nous dire. Nous verrons. Je ne peux pas écrire l'histoire à l'avance. On vous réinvitera, le cas échéant, ne vous inquiétez pas. Voilà. Merci beaucoup, Georges Je vous Chézanne. en prie.